Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu à notre quatrième édition de webinaire de l'Alliance pour des marchés publics progressistes, ensemble avec Construction Romande. Euh, sur les marchés publics, aujourd'hui, on va traiter le sujet des mesures contre les prix bas, ainsi que les critères d'adjudication qui viennent avec. Je vous informe premièrement que ce webinaire sera enregistré comme nos trois webinaires passés. Vous allez les trouver sur notre site web ampp.ch/webinaire. Ce webinaire d'aujourd'hui, vous allez trouver là également dans quelques jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions à n'importe quel moment. Utilisez, s'il vous plaît, l'option question FMA, au moins dans la version allemande. Je ne sais pas comment c'est noté en français. Et nous allons les traiter à la fin des interventions. Nous allons avoir environ 15 jusqu'à 20 minutes après. Maintenant, c'est un très grand plaisir de vous présenter pour l'introduction M. Federico Ferrario. Il est ingénieur forestier. Il travaille chez le bureau d'ingénieur Ecoeng SA, où il est président du conseil d'administration. Il était le président de l'SIA Jura et Jura Bernois jusqu'à 2019. Actuellement, il est vice-président de cette section. Il est aussi membre des conseils d'experts à passation de marché de l'SIA. Monsieur Ferrari, vous avez la parole. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, ça me fait plaisir de pouvoir être là aujourd'hui et vous accueillir pour ce quatrième webinaire qui va traiter de différents aspects qui personnellement me tiennent à cœur, mais je pense à vous tous également, et que j'espère être intéressants comme les autres webinaires auxquels vous avez déjà participé. J'aimerais bien insister ici sur le point de la qualité. Vous connaissez aussi tous nos différents domaines de travail et on insiste toujours sur ce point de la qualité qui doit être mis en avant et puis vous allez encore entendre ça aujourd'hui lors des différentes présentations. Vous allez entendre aussi plusieurs informations et il y aura probablement des discussions ou des questions que vous allez poser à nos différents collègues et présentateurs pour les instruments contre les prix bas. Comment on peut contrer à ça? C'est une problématique qui est connue dans la Suisse romande, mais aussi dans les autres parties de la Suisse. Et on va voir quels sont ces instruments pour vérifier la plausibilité du prix, la fiabilité, et puis voir un peu comment on peut aller dans le sens d'une analyse qui puisse permettre d'exclure certaines offres qui sont anormalement basses. Tout ça sera traité dans les présentations de mes différents collègues. Et puis, vous verrez aussi une présentation pour voir les influences régionales de certaines régions, comme le canton de Vaud, le canton de Valais, par exemple, où on parlera également de la sensibilisation qui devra être lancée maintenant avec la nouvelle loi et de ce que cela implique dans nos différents domaines de travail, que ce soit l'architecture, l'ingénierie en général. Je reviens de nouveau sur cet aspect qualitatif. On en insiste souvent lors de différents congrès, lors de différentes présentations, et ce serait vraiment le point qui peut être mis en avant avec ce nouveau changement de paradigme que j'espère pour amener vraiment une plus-value aux différentes prestations que nous offrons tous, sur lesquelles nous travaillons dans les différents domaines de la construction, et que puisse vraiment être une aide substantielle pour nous et qui puisse améliorer la reconnaissance des différentes prestations dans nos différents domaines. Tout ça pour avoir naturellement encore de l'innovation supplémentaire et puis plus de durabilité dans tous les types de projets que nous menons. En tout cas, je remercie déjà les responsables de ce webinaire pour m'avoir invité, m'avoir permis de dire 2 mots en introduction. Je vous souhaite du plaisir lors des différentes présentations et je vous dis à bientôt lors d'une autre occasion, que ce soit en online ou en présentiel, si la situation nous permettra de pouvoir se rencontrer de nouveau rapidement. Merci et puis bonne suite de journée, bonne présentation. Merci beaucoup, M. Ferrario. Je lance le sujet avec une petite
introduction au niveau fédéral et cantonal sur les mesures de contre les prix bas. Voilà mon nom. Vous allez trouver les détails sur le changement de paradigme dans nos webinaires précédents. Je veux concentrer sur deux éléments. Premièrement, l'examen obligatoire des prix bas qui était introduit nouvellement d'une manière obligatoire dans les articles 38, alinéa 3, dans l'LLP et l'AIMP pareil. Et ensuite, je veux discuter un peu les critères d'adjudication en relation avec les prix bas, notamment la plausibilité de l'offre qui est applicable pour la Confédération et les cantons et le critère de la fiabilité du prix qui est applicable au niveau de la Confédération. Premièrement, sur l'examen obligatoire des prix bas, vous voyez ici l'article comme il est mentionné dans l'LMP et AMP. Si l'adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix total est anormalement bas par rapport au prix des autres offres, doit demander des renseignements utiles au soumissionnaire afin de s'assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l'appel d'offres ont été comprises. Si les renseignements se présentent à ne pas être suffisants, le participant peut être exclu selon l'article 44, alinéa 2, dite C. Ça, c'est nouveau, comment on dit, un critère d'exclusion. Il faut bien noter que la présentation d'une offre prix bas, en principe, n'est pas une raison pour être exclu, uniquement de montrer qu'on n'a pas accompli, on n'a pas bien compris les critères du marché. Ça peut être une raison pour être exclu. Il y a plusieurs indications possibles pour évaluer s'il s'agit d'une offre au prix bas. Premièrement, le moyenne ou le médian des montants des offres par rapport à toutes les offres soumises. Par contre, aussi l'estimation préalable des coûts par l'adjudicateur, par son propre estimation. Des données des appels d'offres précédentes, donc c'est ce que le marché, selon l'expérience, devrait être, et l'évaluation des experts externes et des autres informations sur les prix accessibles au public. Comme référence de déviation, le tribunal fédéral a défini une limite de 30%. Cette limite n'est pas fixe. Ça indique uniquement que s'il y a une déviation de 30%, c'est très probable qu'il s'agisse d'une offre à prix bas. Pour cela, vous trouvez ces informations aussi dans l'annexe 1 du guide de KBOB concernant l'acquisition des travaux de construction ou de planification. Il faut noter que cet examen des prix bas n'est pas, c'est une procédure qui est entre l'acceptation des offres et l'évaluation des offres. Donc, si on trouve des prix bas, d'abord, on fait cet examen obligatoire. Si le participant passe, il peut continuer à être évalué. Si on parle des critères d'adjudication à ce rapport, premièrement, la plausibilité de l'offre et de la part de la KBOB est pris comme un critère de qualité, non de prix. Ça peut être aussi interprété comme les deux, prix et qualité, mais au niveau fédéral au moins, ça a été décidé que ça soit un critère de qualité. Vous voyez ici le principe, le modèle, comment ça peut être estimé. On fait un point de référence et on évalue
les offres par rapport à leur déviation de ce point de référence. De plus loin, ces offres se présentent par rapport à la référence, de moins de points ils reçoivent. Comme option au niveau qualitatif, c'est ce qui peut être mesuré, c'est la plausibilité de l'effort par rapport à la dépense de temps, la plausibilité de l'offre par rapport des cahiers des charges et les horaires, la plausibilité du programme par rapport à l'agenda ou la plausibilité de l'offre globale. C'est par contre, voilà, même si c'est défini comme critère de qualité, ça contient également des éléments liés au prix. Si vous voyez par exemple les honoraires par rapport au cahier des charges, donc il y a un débat si est-ce que la fiabilité du prix, que je vais discuter après ça, est en fait double par rapport à la plausibilité de l'offre. La fiabilité du prix est mesurée à peu près de même manière. Le demandeur, il fait une référence, soit le moyen, soit le médian de toutes les offres. Et le critère de prix sera séparé dans deux parties. Une partie qui est estimée de prix, on dit ça prix nominal, donc d'une manière linéaire comme d'habitude, et la deuxième partie, ça estimé avec le modèle tessinois, de même manière si de plus loin le prix ont une déviation par rapport à la référence, de moins de points ils reçoivent. Dans cet exemple, vous voyez par exemple que on prend le prix en global sera 40%, on prend 20% d'une manière linéaire, traditionnelle, et les autres 20% sont évalués par le modèle tessinois. La KBOB a décidé de ne pas inclure ce modèle dans leur guide, mais ils ont créé un annexe pour des projets pilotes et avec l'obligation ou l'encouragement envers les autorités de lancer ces projets pilotes pour voir comment, pour gagner des informations pratiques sur l'application. Vous voyez un projet pilote conduit par l'Arma suisse qui était lancé au milieu d'avril. Vous voyez ici, par exemple, que l'offre le critère d'adjudication du prix est estimé à 60% et ces 60% sont séparés à un élément nominal, linéaire, et la deuxième, fiabilité de prix. C'est ce qui est intéressant dans cet exemple. Vous voyez qu'il met pour eux la plausibilité de l'offre ou la fiabilité de prix est pris comme identique. Donc ça peut être intéressant. Il y a un deuxième projet pilote. Actuellement, il y a 3. J'ai mis 2 du OFCL où ils ont fait un peu la même chose, mais ils ont séparé ces deux critères. Le prix est défini par 2 sous-critères. Un, la fiabilité du prix de 15% et à part du prix et la plausibilité de l'offre par rapport les horaires offerts de 15%. Donc, ce sont 2 options. C'est ce qu'ils ont choisi de lancer. On surveille, on suit ces adjudications proches pour voir les résultats et aussi voir leurs conclusions de là. J'arrive à ma conclusion. L'examen obligatoire de prix avec cette possibilité d'exclusion peut être une contre-mesure réelle
ou psychologiques contre les offres dumping. Les critères d'adjudication, plausibilité de l'offre, fiabilité du prix, peuvent punir des offres à prix bas d'une manière objective et ces projets pilotes au niveau au moins de la Confédération sont à suivre. Et une remarque additionnelle, que de notre point de vue de la MPP, les cantons peuvent également appliquer ces critères, même s'ils n'ont pas expressément mentionné ces critères dans leur article 29 de l'adjudication, des critères d'adjudication. Ça, nous avons discuté un peu à la longue le 27 avril. Vous trouvez ce webinaire en ligne. Voilà, ça c'est de ma part. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Maintenant, comme prochain, nous avons Monsieur Fabien Rosenberg. Il est le président de l'UPIAF qui va vous parler sur la situation dans le canton Vaud. Monsieur Rosenberg, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais sans autre partager mon écran et commencer la présentation. Donc, voilà, moi-même, Fabien Rosenberg, ingénieur civil et président de l'UPIA, Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois. Donc, je vous remercie déjà de votre attention. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a la notion de critères d'adjudication au niveau de différents niveaux de prix, plausibilité de l'offre et fiabilité de prix, et les liens avec l'enjeu d'exclusion des offres anormalement basses. Donc, je vais parler, diviser ma présentation en trois sections, donc le principe, la base légale et la mise en œuvre, un cas concret du canton de Vaud. Donc, au niveau de principe, comme M. Aboutalib vient de le dire, disons, la LMP 2021 et la nouvelle culture d'adjudication vise à éviter les surenchères. Le droit suisse est basé sur la qualité, donc une partie du problème se trouve dans la culture et les pratiques d'adjudication. La culture d'adjudication doit permettre d'identifier les manquements de la qualité, la mesure dans laquelle le prix déposé peut mettre en péril la qualité annoncée. Ça, disons, pour nous, c'est un peu le nerf de la guerre, la mesure dans laquelle l'adjudicateur, le maître d'ouvrage, est capable de faire le lien entre le prix et la qualité. Et c'est là que les adjudicateurs doivent être performants. Donc, au niveau de la base légale, je ne veux pas m'arrêter ici parce que M. Aboutalib l'a déjà très clairement évoqué. Donc, on a les articles 29, 38 et 44, pas 43 comme indiqué dans la présentation, dans laquelle j'ai juste repris le texte. Donc, voilà, les critères d'éducation doivent prendre en considération, disons, tous les éléments qu'on voit dans le carré, mais notamment la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix et la fiabilité du prix. Donc, au niveau de l'article 38, c'est l'examen des offres. L'adjudicateur reçoit une offre dont le prix total est anormalement bas, donc il doit demander les renseignements nécessaires. Et le 44, c'est l'adjudicateur peut prendre des mesures d'exclusion, d'interruption quand une offre, quand le soumissionnaire il a l'impression d'avoir une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu'il remplit les conditions de participation. Donc, ces trois éléments sont mis en jeu dans le cas que je vais vous présenter. C'est pour ça que je voulais faire quand même ce rappel. Donc, le cas concret concerne un appel d'offres qui a été fait dans le canton de Vaud, qui concerne une route cantonale. J'ai mis la référence du dossier parce qu'il y a un arrêt de la CDAP qui a été publié. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'aller chercher l'arrêt, vous le trouvez avec ce numéro de dossier. Donc, dans ces cas concrets, il y avait une offre qui a été trouvée anormalement basse, qui a été présentée par un bureau. Voilà, juste dans ce sens, dire que ce n'était pas, disons, une offre disons, qui était disons, différente des autres, pour le dire comme ça. C'est juste qu'au niveau des prix, elle était anormalement basse.
Le canton a donc écarté l'offre, considérant que le prix était trop bas. Le bureau a fait recours auprès de la CDAP et la CDAP a pris position, le recours a abouti et voilà, ci-dessus, vous voyez un extrait. Donc, comme vous le voyez, il faisait référence au tribunal fédéral selon qui le simple fait qu'une offre soit anormalement basse ou qu'elle ne couvre pas le prix de revient ne suffit en principe pas à justifier son exclusion. Je ne vais pas vous lire tout le paragraphe, mais en gros, la CDAP a dit que le seul critère d'un prix anormalement bas ne devait pas servir ou ne justifie pas une exclusion. Donc, dans ce cas, on se trouve avec un arrêt dans lequel on pourrait dire qu'une offre qui était même à zéro devrait être retenue si le bureau est considéré apte pour réaliser le projet. Et ça nous laisse dans une place qui est assez problématique. Donc, il va de soi que cet arrêt ne va pas justement dans la nouvelle culture d'adjudication qu'on veut. Et sont ces trois éléments de la faisabilité, la fiabilité du prix, la plausibilité de l'offre qui sont remis en question, justement. Donc, le canton, il avait trouvé et il avait justifié l'exclusion sur la base d'un prix anormalement bas. On pourrait dire qu'il aurait peut-être fallu rentrer un peu plus dans le détail de la relation entre la qualité et le prix. Il s'avère dans ce cas que il y aurait une possible spéculation de soumissionnaires sur le nombre d'heures à réaliser. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que le prix est le résultat d'un tarif horaire, mais aussi du nombre d'heures qui sont proposées. Et donc, il y avait la crainte ou le soupçon qu'une partie justement de ce prix anormalement bas était en relation avec une spéculation sur le nombre d'heures à réaliser. Là aussi, le CDAP s'est prononcé et vous avez encore un extrait de cet arrêt dans lequel il dit que justement, lorsqu'un soumissionnaire spécule en vue d'obtenir le marché, l'exclusion n'entre en ligne de compte que s'il est fortement vraisemblable que l'hypothèse envisagée par le soumissionnaire se réalise et que, compte tenu de la réduction des quantités, le marché devrait être adjugé au regard de l'ensemble des critères d'adjudication à notre soumissionnaire. Donc, on pourrait comprendre qu'il aurait fallu reprendre le classement des soumissionnaires sur la base totale du nombre d'heures envisagées par le moins cher, c'est qu'on n'a jamais vu faire, et ça c'est un commentaire clairement juridique, disons que ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc, la problématique de cette situation était qu'il y a une offre anormalement basse, un soupçon de spéculation sur le nombre d'heures, l'attitude correcte dans ce cas de l'adjudicateur, mais un lien peut-être insuffisant entre l'offre anormalement basse, la spéculation et la qualité qui en découlait. Donc, pour nous, c'est clair que, disons, si on interprète avec souplesse la question des heures à réaliser, il faudrait peut-être envisager soit de l'intégrer plus clairement dans le cahier de charge, soit envisager de fixer le nombre d'heures afin disons, d'éviter la spéculation dans ce sens-là, ou sinon faire une évaluation de l'offre qui permet de mettre en corrélation de manière claire la relation entre le nombre d'heures, le tarif horaire et la qualité et la fiabilité de l'offre, la plausibilité de l'offre. Donc, comme vous le comprenez, le message, il est clair, dans le sens, si l'adjudicateur n'est pas capable de montrer clairement la relation entre la qualité de l'offre, la qualité ciblée et la qualité qui est possible compte tenu des tarifs et du nombre d'heures qui sont rendus, le risque, c'est que le maître d'ouvrage ou que l'exclusion ne soit pas suffisamment justifiée. Donc, dans ce sens, on fait référence une nouvelle fois aux articles de la loi fédérale qui se réfèrent justement à l'adéquation de l'offre, sa plausibilité, les niveaux de prix pratiqués et la fiabilité du prix. Donc, évidemment, ce n'est pas
une chose simple de faire cette corrélation, mais si la corrélation n'est pas faite, le risque, c'est que, disons, une exclusion tout simplement à cause d'un prix qui est trop bas, ben, ça risque de ne pas être soutenu au niveau des procédures juridiques. Donc, dans ce sens, et notamment en ce qui concerne les niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, ben, rappelez que dans le canton de Vaud, on a mis en vigueur une convention collective de travail à force étendue pour le bureau d'architectes et ingénieurs qui avait été expliqué dans le second webinaire de cette série et qui permet justement aux adjudicateurs de faire référence, c'est-à-dire si on regarde les salaires, si on regarde les conditions de travail, etc., disons, ça devient aussi un outil pour le maître d'ouvrage pour justifier qu'il y a un écart entre l'offre qui a été rendue et la possibilité, justement, la plausibilité et la fiabilité de l'offre qui a été rendue. Donc, dans ce sens, rappelez aussi que les associations professionnelles, disons, luttaient pour modifier les paradigmes concernant les critères, que les nouveaux paradigmes sont des armes et des outils à disposition du maître d'ouvrage, mais il faut qu'il y ait une volonté de les utiliser. Donc, dans ce cas-là, on ne peut que saluer, encore une fois, la démarche du canton de Vaud dans ces cas présents. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que paradoxalement, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui a agi dans le bon sens, on s'est fait reprendre par un cadre juridique qui disait que l'argumentation était insuffisante. Donc, voilà, le message, c'est quelque chose que dans le monde du marché public, on a répété déjà à plusieurs reprises, mais il faut peut-être revenir sur le fait que si on n'a pas cette volonté de changer les habitudes d'adjudication, ben, finalement, sur la pratique, ça ne va pas changer. Donc, voilà, il faut aussi, dans ce sens-là, voir que le maître d'ouvrage, il devrait, dans ce sens, se sentir obligé d'éliminer les offres qui s'écartent de plus d'une mesure, on a écrit, mais en tout cas qui s'écartent clairement de la qualité ciblée avec un prix, disons, qui soit moyen, acceptable au lieu d'exécution. Donc, un petit rappel dans le sens qu'il y a une cohérence entre la LMP et la AIMP, dans le sens que dans l'AIMP, le critère de niveau de prix en fonction de provenance a été éliminé, le critère de la fiabilité du prix est repris dans les autres critères. Et voilà, comme conclusion, dire que disons, le changement est clairement un processus, la culture d'adjudication doit encore évoluer. Tous les intervenants doivent s'impliquer parce que, disons, dans ce sens, il faut le dire, disons, l'UPIAV a aussi établi un dialogue avec les cantons de Vaud autour de ces cas parce qu'on comprend que le maître d'ouvrage, il ne peut pas être non plus tout seul dans cette application de la nouvelle culture d'adjudication et que dans ce sens, les adjudicateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils doivent évaluer la qualité et la relation entre le prix et la qualité ciblée. Donc, dans ce sens, il y a que ce soit au moment de l'établissement de l'appel d'offres, de la rédaction du cahier des charges ou des outils ou des documents de l'offre qui sont mis à disposition des soumissionnaires, ils doivent quand même essayer de faire le lien entre le prix qui est déposé, le nombre d'heures qui est estimé, si jamais le nombre d'heures doit s'estimer, et les tarifs horaires avec justement les attentes du maître d'ouvrage. Et on a estimé quand même important de faire référence à ce précédent dans le canton de Vaud parce que si on se trouve dans le déploiement, dans l'implémentation de cette nouvelle culture d'adjudication que les maîtres d'ouvrage ne peuvent pas ou n'arrivent pas, ne réussissent pas à utiliser les instruments qui se trouvent dans les lois, ben, on va pas réussir à valoriser tout l'effort qui a été fait dans la mise à jour de la loi sur le marché public et de tous les acteurs du métier et des différentes professions autour du marché public pour faire valoir la qualité et donner donc aux adjudicateurs les instruments pour écarter les offres sans avoir peur de se faire reprendre et en étant capable de faire un lien très clair entre la qualité attendue dans l'appel d'offres et la qualité finalement possible vu les conditions des offres qui ont été rendues. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je reste à disposition pour des questions si il les avait à la fin du séminaire. Je repasse la parole
à M. Aboutalib. Merci beaucoup, M. Rosenberg, pour cette présentation, particulièrement ce cas. J'assume que le cas que vous avez mentionné a été discuté avant le changement de paradigme, avant la révision de la loi. J'ai plusieurs questions, j'ai vu aussi il y a une question là-dedans, mais au niveau du temps, nous allons continuer à la prochaine intervention. J'ai le plaisir de vous présenter M. Nicolas Rufener. Il est le directeur de construction roman. Il va vous parler sur les prix bas du point de vue du canton Genève et aussi le Valais. Nicolas, tu as la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour mesdames et messieurs, j'ai vraiment beaucoup de plaisir de vous rejoindre pour ce webinaire. C'est le dernier de notre série de 4. J'en profite pour remercier encore Lorenz Aboutalib pour l'organisation de ces webinaires en Suisse romande qui sont vraiment un grand succès. Et puis peut-être, pendant que je passe à la présentation, amener trois précisions. La première de dire que il est dit que je vous présenterai les pratiques genevoises et valaisannes. Dans les faits, je me limiterai à la pratique genevoise, peut-être pour des questions de temps. Ensuite, et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une question à ce sujet, dire que ma présentation se concentrera plutôt sur la situation et la réalité des entreprises, à distinguer de celle des mandataires. Je sais qu'une question a porté justement là-dessus. Et puis la dernière chose pour vous dire que dans cette loi sur les marchés publics et cette AIMP, on est parti de très loin parce que tout au début de la présentation, M. Aboutalib vous a présenté une caricature d'un commissaire-priseur qui tape son marteau avec frénésie et qui fait baisser finalement le prix des offres avec une espèce d'enchère inversée. Il faut chaque fois rendre un prix plus bas. C'était un petit peu le fantasme de certaines autorités de la concurrence ou de certaines personnes à la Confédération, dans l'administration fédérale, d'arriver à un fonctionnement qui était un peu celui-ci dans les marchés publics, donc avec le prix comme étant l'élément absolument déterminant. Donc on a réussi à en sortir et il faut s'en féliciter. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie concrètement pour nous au niveau de la construction. Peut-être en préambule, vous donner quand même quelques propos introductifs pour vous rappeler que l'industrie de la construction, elle est encadrée par des conventions collectives de travail, régie par des conventions collectives de travail, que celles-ci sont en général déclarées de force obligatoire et que c'est des conditions qui offrent des conventions collectives qui offrent des conditions de travail extrêmement généreuses. Il peut y avoir une variation entre les cantons, certaines entreprises, certains secteurs, mais globalement, je fais juste une incise genevoise, purement genevoise, pour vous dire qu'un maçon qualifié à Genève, indemnité professionnelle comprise, gagne au minimum plus de 6 000 francs par mois. C'est plus que le salaire médian du secteur privé. Ça veut dire qu'à Genève, 50% de la population dans le secteur privé, 50% des employés gagnent moins qu'un maçon. C'est juste pour dire que malgré l'image que certains essaient d'en donner, c'est des professions qui gagnent bien sa vie, où on tient compte de la pénibilité avec une retraite anticipée extrêmement généreuse. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental à notre sens et il faut préserver ceci. Il faut d'autant plus le préserver que grâce à ces conventions collectives, il n'y a pas de concurrence sur les rémunérations minimum. Elles sont impératives pour tout le monde du fait qu'elles sont déclarées de force obligatoire. Et donc, l'entreprise qui souhaiterait offrir des prix plus bas avec des conditions de travail qui ne respecteraient pas les conventions collectives, évidemment, cette entreprise est écartée du marché. Et puis, il est important de rappeler que les CCCT que tout le monde vante et met en exergue, notamment en comparaison internationale, c'est quand même le ciment de la paix du travail en Suisse. Et ça permet de se retrouver dans un marché du travail relativement apaisé, même s'il y a de temps en temps des échanges un peu rugueux. Et pour nous, c'est absolument capital. C'est d'autant plus capital dans l'industrie de la construction que la part de main-d'œuvre est évidemment importante. Alors, ça dépend un petit peu des métiers, mais dans la peinture, vous imaginez bien que la main-d'œuvre, c'est 80-85% du prix. Dans d'autres professions, peut-être que la main-d'œuvre est moins importante, les fournitures de matériaux, les transports comptent plus. Et cette réalité, elle est largement prise, tout d'abord prise en compte dans les marchés publics, puisque pour pouvoir participer à des marchés publics, il faut démontrer qu'on respecte ces conditions minimum. Et puis elle est prise en compte dans la libre circulation à deux titres. Le premier cas, c'est le détachement. Quand une entreprise étrangère veut venir travailler en Suisse, elle doit démontrer qu'elle respecte les conditions suisses.
Et la deuxième chose, quand une entreprise helvétique veut engager de la main-d'œuvre étrangère, elle doit, pour cette main-d'œuvre étrangère, évidemment, démontrer qu'elle respecte les conditions d'engagement imposées par le droit suisse et les conventions collectives déclarées de force obligatoire. Alors, c'est évidemment un contrôle qui se fait a posteriori, pas a priori sur ce dernier point, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment ces preuves de respect des conditions de travail s'apportent. Et en général, c'est des preuves qui se veulent documentaires. Je l'ai dit tout à l'heure, le respect des conditions de travail, c'est la garantie d'une saine concurrence. Et je pense que c'est extrêmement important de s'arrêter un petit moment sur cette question de saine concurrence pour dire et rappeler, malgré les tentatives notamment de la Commission de la concurrence de nous faire croire le contraire, que le prix n'est évidemment pas tout, que tout ce qui fait baisser le prix n'améliore pas forcément la concurrence et qu'on ne peut pas tout sacrifier sur l'autel des conditions de travail. Alors vous me direz que jusqu'ici, c'est des belles déclarations, mais c'est plus que des belles déclarations parce qu'on parle beaucoup de lois sur les marchés publics, de lois sur le marché intérieur. Moi, je rappelle aussi qu'il y a une loi sur la concurrence déloyale. Et cette loi, elle dit très clairement que agit de façon déloyale celui qui notamment n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux. Alors non seulement ça ancre encore plus le principe du respect des conditions du lieu de la prestation, je vous renvoie au webinaire numéro 2 à ce sujet, mais surtout ça dit clairement que les conditions de travail et leur respect font partie de la concurrence loyale et donc ne pas respecter les conditions de travail, notamment les minimums impératifs découlant des CCT déclarés de force obligatoire, c'est fausser la concurrence, ni plus ni moins. Je souhaiterais mentionner quand même quelques expériences que nous avons pu avoir, notamment dans le canton de Genève, et rappeler que les partenaires sociaux à Genève sont absolument pionniers dans le contrôle des conditions de travail, puisque depuis 1989, nous avons un système paritaire de contrôle des chantiers. Aujourd'hui, ce système occupe une quinzaine de personnes, sans compter le staff administratif. C'est donc un inspecteur pour contrôler les conditions de travail pour 1000 travailleurs. C'est 10 fois plus que les prescriptions de l'Organisation internationale du travail. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les marchés publics sont évidemment un terrain de jeu très favorable pour toutes sortes de tricheurs. Ça existe aussi dans les marchés privés, mais ça existe peut-être plus dans les marchés publics parce que le principe, c'est que n'importe qui peut rendre une offre. Dans les marchés privés, on sélectionne les personnes à qui on demande une offre. Donc, les tricheurs, on en voit beaucoup, on en voit de façon assez évidente. Et puis, on constate que le premier indicateur qui nous donne à penser que nous avons affaire à des tricheurs, c'est évidemment le niveau de prix proposé. J'ai deux exemples à vous citer à ce titre. Le premier, c'est celui des TPG, Transport Public Genevois, qui ont construit un immense dépôt pour bus et trams, pas loin de l'aéroport de Genève. C'est plus de 300 millions d'investissements. Et s'agissant du marché d'électricité, les TPG se sont trouvés face à différentes offres, dont une offre émanant d'une entreprise italienne qui est pour sa succursale suisse domiciliée dans le canton de Vaud. Et cette offre, elle était à environ 7,5 millions de francs. Et l'analyse que nous avons faite, c'est que ces 7,5 millions de francs ne permettaient même pas d'acquérir les matériaux. Donc, la rémunération de la main-d'œuvre, on n'en parle même pas. Les TPG, finalement, ne se sont pas montrés particulièrement curieux, ont simplement demandé à l'entreprise si elle confirmait son offre. L'entreprise a dit que oui. Et le résultat pratique, c'est que les premiers contrôles ont immédiatement montré le non-respect des conventions de collectif de travail, des temps horaires qui étaient extrêmement excessifs, 12, 13, 14 heures par jour, des salaires qui ne respectaient rien, un système extrêmement pervers et pratiquement mafieux qui avait été mis en place puisque l'entreprise italienne engageait des temporaires via une autre entreprise italienne. Et ces temporaires devaient, en Italie, ouvrir un compte en banque et donner accès à l'entreprise employeuse à ce compte en banque. Donc, la rémunération était versée de façon correcte, sauf qu'évidemment, une fois l'argent arrivé sur le compte en banque en Italie, l'entreprise reprenait une partie de cette rémunération et donc les conventions collectives de travail n'étaient pas respectées. Le poteau rose a été découvert, les dénonciations ont été faites, et les TPG se retrouvent aujourd'hui avec un marché de l'électricité qui a dû être réadjugé, avec un conflit majeur avec cette entreprise italienne et un lot qui lui coûte 25 millions, alors que l'adjudication, c'était 7,5 millions. Deuxième exemple, c'est les CFF qui ont construit des immeubles, CFF Immobilier, des immeubles ici au Pont-Rouge à Genève, sur la commune de Nancy, dans le nouveau quartier qui est en train de se développer à Genève, le PAV, pour ceux qui connaissent le lieu.
Et les CFF avaient mandaté une entreprise pratiquement créée ex nihilo pour mettre en œuvre des pierres qui étaient amenées d'Allemagne, c'était pour les façades. Et effectivement, les gens étaient payés correctement, sauf qu'ils devaient rendre à l'entreprise 2000 francs par mois pour avoir le droit de poser un matelas dans une espèce de maison que l'entreprise a louée pour loger ses travailleurs. Et quand on a dénoncé le cas au CFF, les CFF nous ont dit que toutes les attestations avaient été fournies, qu'il n'y avait absolument aucun problème et qu'au demeurant, les prix étaient très intéressants, donc ils ne voyaient pas où il y avait un souci dans cette histoire. Le résultat, c'est que l'entreprise en question a fini par faire faillite et les CFF, nullement émotionnés par ceci, ont adjugé la deuxième partie des travaux à une autre entreprise créée ex nihilo qui avait repris les mêmes travailleurs, les mêmes outils, ils avaient même les mêmes camionnettes qui étaient encore sérigraphiées au nom de l'ancienne entreprise. Et donc, ça démontre que cette nouvelle culture d'adjudication, il y aura un gros travail de conviction à faire auprès des autorités. J'en vais maintenant très rapidement au régime AIMP et LMP qui ont déjà été décrits tout à l'heure. Rappelez que ces régimes sont totalement harmonisés, M. Rosenberg l'a dit très clairement, contrairement à un ou deux autres points sur lesquels nous avons longuement discuté lors des derniers webinaires. Et en fait, pour pouvoir participer à un marché public, il faut apporter la preuve documentaire sous forme d'attestation, parfois sur l'honneur, même si c'est une construction un peu bizarre qu'on connaît peu en Suisse, mais attestation démontrant que l'on respecte les conditions de travail. Ceci dit, l'entreprise qui apporte cette preuve, elle n'est pas encore totalement tranquille sur ces différentes questions, puisqu'on a effectivement la problématique dite de l'offre anormalement basse, qui dit que l'autorité adjudicatrice doit s'inquiéter du niveau de prix si elle a des indices suffisants qui laissent à penser en particulier que le soumissionnaire ou un de ses organes, un tiers auquel il fait appel, un sous-traitant par exemple, ou un organe de ce dernier remet une offre anormalement basse sans prouver, après y avoir été invité, qu'il remplit les conditions de participation et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l'objet du marché adjugé seront exécutées conformément au contrat. Alors moi, à ce stade, au-delà de la jurisprudence citée par M. Rosenberg, je trouve finalement la même logique que celle de la LCD, loi sur la concurrence déloyale, qui dit finalement que sans respect des conditions de travail, conditions de participation à un marché public, il n'y a pas de concurrence loyale et ça fait de surcroît, et je dis bien de surcroît, courir un risque majeur à l'autorité que le marché ne se déroule pas dans des bonnes conditions. Donc, concrètement, en cas de soupçon d'offre anormalement basse à ce stade, l'autorité doit évidemment procéder à des vérifications et ne peut pas se contenter de demander au prestataire s'il justifie son prix. La difficulté est la suivante, c'est que en matière de prix, le prix le plus bas reçoit la meilleure note. La jurisprudence, elle est claire là-dessus et les différentes tentatives de trouver des solutions un peu différentes qui ont été exposées tout à l'heure, si elles fonctionnent pour les mandataires, fonctionnent beaucoup moins bien pour les entreprises. Ce qui revient à dire que quand un prix est trop bas, il faut l'analyser. Si effectivement il ne couvre pas les charges, il doit, à mon sens, être écarté purement et simplement. C'est une logique de respect de la loi. Il faut quand même reconnaître que la jurisprudence ne nous aide pas vraiment, puisque malgré des textes législatifs extrêmement clairs, une volonté du législateur clairement exprimée, rappelée à de réitérées reprises, on se trouve dans des situations de prix de dumping qui, pour les autorités judiciaires, sont admissibles. Il y a un cas genevois récent qui est quand même assez extraordinaire à ce titre, je vais le citer. L'autorité a demandé des explications aux soumissionnaires qui avaient rendu une offre extrêmement basse et le tribunal a reproché à l'autorité d'avoir demandé ces explications sans préciser qu'elle soupçonnait une offre anormalement basse. Je ne vois pas vraiment ce que ça change, mais on en est là avec la jurisprudence. La deuxième chose, elle a estimé qu'une entreprise qui prétendrait aller 2 fois plus vite, évidemment, elle était 2 fois meilleur marché. Donc, pour justifier, elle a dit, moi, je vais 2 fois plus vite. Effectivement, l'autorité judiciaire a trouvé que c'était tout à fait plausible et crédible, malgré les avis de spécialistes, malgré les avis du mandataire, malgré les avis de l'autorité adjudicatrice et des spécialistes au sein de cette autorité. Le tribunal qui s'est érigé, en l'occurrence en expert, a considéré que c'était absolument crédible et a absolument pas fait montre d'une connaissance particulière de l'industrie de la construction. Et puis enfin, c'est ce que M. Rosenberg disait tout à l'heure, le tribunal a dit que si c'était un prix de dumping, ce n'était pas un souci du moment qu'il n'y avait pas trop de risques pour l'autorité finalement que le marché ne se déroule pas de façon convenable. Ce qu'il faut qualifier d'absurdité à notre sens, à amener les partenaires genevois de l'acte de construire à essayer de trouver un dispositif que je vais encore vous présenter brièvement.
Le principe, il est le suivant, c'est qu'au moment où l'autorité reçoit ses offres, elle les ouvre et elle note les prix proposés dans un tableau que vous connaissez bien, qui s'appelle le procès-verbal d'ouverture. Et l'idée est de considérer qu'il faut tout d'abord faire une moyenne de ces prix. Il faut ensuite comparer les prix rendus à cette moyenne et si les prix s'écartent par trop de la moyenne, se dire que nous soupçonnons une éventuelle offre anormalement basse. C'est évidemment une situation qui est possible si on a suffisamment d'offres. Si on n'a que 2 ou 3 offres, c'est relativement difficile parce que très vite, une offre pourrait finalement tirer la moyenne vers le haut et fausser la logique. Mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de raison d'être absolument systématique et absolument rigoureux. Il y a d'autres indices qui peuvent entrer en ligne de compte, notamment le montant estimé du marché. Et en dessous de l'écart de 30%, déjà à partir de 20%, ça devrait susciter une attention et de nouveau, si possible, avec cette offre au minimum. Alors, sur quoi doivent porter les vérifications? Première chose, évidemment, il s'agit de demander au soumissionnaire, il faut être correct, est-ce qu'il confirme son prix? Puisqu'il peut arriver que le soumissionnaire dise, écoutez, je me suis trompé, j'ai fait une erreur de calcul, effectivement, le prix, ça ne joue pas, j'ai mal compris le marché, donc je ne souhaite pas confirmer mon prix. Ces cas sont relativement rares. À notre sens, la vérification doit aller plus loin ensuite. Il s'agit de demander au soumissionnaire la décomposition de son prix, de savoir quelle est la part de main-d'œuvre, quelle est la part de matériaux, quelle est la part de transport, et de pouvoir déterminer un petit peu les différents éléments par rapport à ceci. Alors évidemment, s'agissant des matériaux notamment, c'est des éléments relativement intangibles sur lesquels l'entreprise n'a que peu d'emprise. Par contre, s'agissant de la part main-d'œuvre, il est intéressant de demander aussi au soumissionnaire le nombre d'heures et la qualification des travailleurs prévus pour exécuter cette part main-d'œuvre. Et puis ensuite, les partenaires sociaux fournissent des prix minimums, des salaires minimums qui comprennent l'intégralité des charges qui sont à payer sur les salaires, donc les charges sociales. Et cela permet par une simple règle de 3 de déterminer si effectivement la part main-d'œuvre prévue dans l'offre couvre les salaires minimums. Nous estimons qu'une entreprise qui, dans son offre, prévoira un prix qui ne couvre pas les salaires minimums, certes, ne fait pas encore encourir un risque majeur à l'autorité, mais a rendu une offre qui lui permet de décrocher un marché en violation de la loi sur la concurrence déloyale, puisque l'entreprise ne pourra pas respecter les conditions de travail, sauf à perdre de l'argent, ce qui n'est absolument pas le modèle que nous prescrivons. Nous estimons que la loi sur le marché public repose sur notre ordre libéral, qui est celui de dire que les entreprises ne sont pas là pour perdre de l'argent. Et puis évidemment, d'autres indices peuvent entrer en ligne de compte, comme des prix unitaires totalement insolites. Quand on rend 0 pour une position, c'est évidemment qu'on spécule, donc il n'y a pas de raison de considérer que l'offre est crédible. Et donc tout ceci doit amener à considérer que l'offre est anormalement basse et l'offre doit ainsi être écartée. Les autres éléments de référence, j'en ai parlé. Tout ça pour dire que la LMP et la IMP sont une véritable chance de codifier la pratique. Nous estimons que le dispositif ainsi pensé doit être utilisé, doit pleinement être utilisé. Il ne faut pas avoir peur des autorités de recours. C'est d'abord les autorités à la suite du législateur qui font le droit. Et les autorités de recours doivent se conformer au fait que la culture d'adjudication a changé. Peut-être ne s'en rendent-ils pas encore compte. Et puis que la notion de plausibilité du prix fait maintenant partie intégrante de toute la réflexion, d'où la nécessité d'être un peu plus rigoureux sur ces offres anormalement basses et de les écarter un peu plus facilement. Juste une petite insiste s'agissant de la plausibilité du prix. Je pense que tout le travail qui est fait par les différentes instances associatives nationales, régionales, avec les autorités comme la CAMEOB et autres, sont absolument importantes pour éviter des inventions, des créations des autorités qui pourraient nous amener dans un contexte un peu problématique. Et puis en conclusion, pour moi, c'est extrêmement clair. Le dispositif est à expérimenter sous cet angle et également dans un souci de saine concurrence. Le dumping crasse et avéré, même s'il ne rend pas l'exécution de la prestation entre guillemets dangereuse pour l'autorité, le dumping crasse et avéré est contraire à la saine concurrence, qui est vraiment un dogme sur lequel repose notre droit suisse au même titre que la paix du travail. Je tiens beaucoup à ceci. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre attention et puis bien évidemment, on est à disposition pour des questions et je cesse le partage d'écran ici et je rends la parole à Monsieur Aboutalib. Merci beaucoup pour cette présentation. Si j'ai questions, je vois qu'il y a plusieurs questions là-dedans. On jette immédiatement.
Là-dedans, la première question, je ne sais pas si on a déjà répondu un peu, la notion du prix bas par rapport aux entreprises de construction. Est-ce que, par exemple, l'outil de production peut-il justifier un tarif horaire plus bas ou non? Peut-être Nicolas. Oui, peut-être sur cette question. Je pense que oui, l'entreprise doit pouvoir dire voilà ma part main-d'œuvre, voilà ma part fourniture, voilà ma part transport. Sur la part main-d'œuvre, le nombre d'heures que je prévois est plus bas que le nombre d'heures standard parce que j'ai un outil de production particulièrement performant qui me permet de faire des économies substantielles et d'aller plus vite. Il faut laisser la possibilité à l'entreprise de se justifier. Mais il ne faut pas que la justification dise tout et n'importe quoi, il faut que ça reste crédible. Et on revient dans quelque chose, c'est la notion de plausibilité. Merci beaucoup. Prochaine question va un peu dans la même direction que la LMP ou la IMP stipule qu'il est obligatoire de clarifier le prix total au niveau des prix anormalement bas. Mais quelle est la relation par rapport aux articles unitaires? Est-ce qu'on peut déconstruire les articles unitaires? Je vais peut-être tenter de répondre à la question. Donc, la réponse à la question, je pense que c'est oui. Il n'y a rien qui empêche au maître d'ouvrage de trouver, disons que même si le prix total il est en ordre, il y a peut-être des unités ou des articles qui sont aussi anormalement bas. Il faut encore revenir sur le fait que dans le nouveau paradigme, la possibilité d'investiguer et de s'appuyer sur une offre anormalement basse, elle est une arme à disposition de l'adjudicateur pour éviter de faire une adjudication sur laquelle il n'est pas sûr. Donc, que ce soit pour une question de spéculation, que ce soit pour une question disons, de volonté de clarifier, le maître d'ouvrage, il peut aller dans le détail s'il le souhaite. Après, inversement, il pourrait dire, étant donné que le prix total, il n'est pas trop bas, je n'investigue pas plus que ça. On revient à la question de la culture d'adjudication. Disons, notre message, c'est d'encourager au maître d'ouvrage d'aller chercher ces informations. Et comme ça, on éviterait justement d'avoir une adjudication dans laquelle le prix total il semble en ordre, mais dans lequel on sait qu'il y a des articles qui présentent des points de danger ou d'attention. Oui, alors si je peux me permettre un complément, je partage exactement le même point de vue en disant également que sur ces cas, le fait que l'entreprise présente des positions à zéro est une forme de spéculation qui peut, à mon sens, être problématique sous l'angle de la concurrence. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Il y a une autre question par rapport aux projets pilotes. Au niveau de la confédération, que la plausibilité était attribuée aux critères de prix et non à la qualité. Est-ce que c'est contraire de ce qui a été présenté jusqu'avant pour les marchés ou est-ce que ça c'est correct de l'attribuer au prix? Je me permets d'essayer de donner une réponse à cela. La plausibilité de l'offre, il y avait la discussion dans le Parlement fédéral que la plausibilité de l'offre inclut une dimension du prix et une dimension de qualité. Le critère de fiabilité de prix est entré un peu plus tard dans la procédure pour vraiment mettre la concentration sur les critères de prix et ça, dans l'évolution d'interprétation jusqu'à maintenant, on a au niveau fédéral, la KBOB a décidé de mettre ça comme la fiabilité du prix comme prix et la plausibilité de l'offre comme qualité. Mais dans la pratique, surtout que les cantons n'ont pas adopté la fiabilité du prix, on peut revenir à l'interprétation initiale comme quoi la plausibilité de l'offre, parce que c'est extrêmement l'offre et pas la plausibilité de la qualité ou la plausibilité du prix,
mais l'offre en global peut aussi inclure le prix. C'est pour cela, si vous voyez les deux exemples des projets pilotes, il y a les deux interprétations dedans et ça peut être un élément stratégique pour voir si les résultats diffèrent ou peut-être c'est une différence d'interprétation initiale. Prochaine question concernant la courbe de notation des heures. Quel est l'intérêt de pénaliser le soumissionnaire qui propose plus d'heures? Si on prend une note de 0 et le nombre d'heures dépasse une certaine seuil. Les francophones peut-être, moi je n'ai pas tellement bien compris la question. Si vous pouvez juste répéter la question, Monsieur Aboutalib. Concernant la courbe de notation des heures, quel est l'intérêt de pénaliser le soumissionnaire qui propose plus d'heures? Oui, je pense que je comprends en disant ça fait référence à la pyramide tronquée ou à la courbe de prix. Donc, pénaliser les soumissionnaires qui proposent trop d'heures rentre dans le cadre du souci du maître d'ouvrage d'attribuer l'offre à une offre qui est quand même pas excessivement chère. Donc, c'est le principe de cette pyramide tronquée, c'est de dire si on peut avoir la même qualité mais à moindre prix, ben on va avoir la même qualité à moindre prix. Et c'est une façon assurer qu'il n'y a pas le phénomène inverse à la sous-enchère, c'est-à-dire à la surenchère, disons, de payer trop cher pour une prestation qui ne le nécessite pas. Peut-être un petit complément par rapport à ceci. Je crois qu'au-delà de certaines limites, il y a aussi une réalité très objective dont il ne faut pas s'affranchir totalement. Il est évident que le prix reste un critère et il est évident que les bureaux, notamment d'architectes, qui ont plus d'heures et qui ont un taux horaire plus élevé et qui sont plus chers, il y a un moment au-delà d'une certaine limite où il y a une pénalisation. Même si la pénalisation est corrigée par le fait qu'on part de l'idée que la qualité est sans doute meilleure. Mais il y a un moment où ça devient plus défendable comme étant une offre mieux disante. Et c'est à ce titre que de toute façon, à un moment donné, la courbe, elle doit baisser. Et il faut le voir peut-être en relation avec le prix, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents de réduire le prix par heure et augmenter la quantité des horaires ou l'envers. Et cet instrument permet de découvrir ces genres de mécanismes aussi. Une autre question, quand est-ce que le guide roman des marchés publics sera mis à jour? C'est une bonne question parce que la révision actuelle a été faite avant la terminaison de la révision de la loi des marchés publics. Peut-être, M. Rouvener ou M. Rosenberg, vous avez une petite réponse à ces questions-là. J'ai une réponse tout à fait qualitative et subjective, disons, étant donné l'effort que disons, a été mis pour mettre à jour la nouvelle version du guide roman qui était de 2020. Je ne pense pas qu'ils vont la mettre à jour ou qu'ils vont faire une nouvelle mise à jour tout de suite. Mais c'est une bonne question à laquelle peut-être on peut répondre après vérification avec les responsables du guide roman. Alors peut-être un complément, Construction Romande, on a demandé à pouvoir entrer en discussion avec les responsables du guide roman, on n'a même pas eu d'accusé de réception. La situation aujourd'hui est la suivante, c'est qu'ils ont mis à jour ce guide juste avant que la nouvelle culture d'adjudication se concrétise par l'entrée en vigueur de la LMP et de l'AIMP. Il y aura forcément une nouvelle mise à jour. Nous espérons que le guide roman pourra se fondre dans les recommandations KBOB pour avoir une certaine uniformisation. Respectivement, nous espérons que le guide roman et toutes ces idées complètement absurdes, parce que ce n'est pas un très bon outil et finalement peu utilisé, soient supprimées. Et pour y arriver, il faudrait associer les professionnels de l'acte de construire et que ça ne se passe pas au sein de l'administration en vase clos et qu'il y ait une ouverture vers les professionnels de l'acte de construire. Mais pour l'instant, ce n'est malheureusement pas la tendance qu'on prend. Donc, moi, je prescris finalement que les autorités ne devraient pas utiliser ce guide, ou en tout cas pas utiliser une partie de ses composantes
qui sont vraiment des mauvaises idées, des espèces d'élucubrations qui n'apportent franchement pas grand-chose. Juste pour rebondir sur ce que M. Ruffner vient de dire, nous, on avait fait, du côté des bureaux, on avait fait aussi plusieurs demandes d'être intégrés au processus de mise à jour du guide roman. On a eu une accusé de réception, contrairement à vous, qui a été très clairement non merci. Donc, ils nous ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas impliquer les associations dans le processus. Mais cela dit, je peux vous dire qu'on avait posé justement la question de la compatibilité entre le guide roman et la nouvelle version de la loi sur le marché public. Et étant donné que les personnes qui étaient impliquées dans la mise à jour étaient aussi au fait de la consultation sur la loi des marchés publics, etc., la réponse qu'on a eue dans ce sens, c'est que la mise à jour du guide roman était faite dans l'esprit aussi de la mise à jour de la LMP et de la IMP par la suite. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'on peut envisager une uniformisation entre la Confédération et les cantons et les communes? Ça, c'est le but. C'était le but du projet entier de la révision de la loi de marché public. Bien sûr, comme nous avons vu, il y a une déviation entre les cantons et la Confédération par rapport aux critères de prix, critères d'adjudication, mais seulement ça concerne la fiabilité du prix et l'autre critère de l'article de protection intérieure qui ne nous concerne pas trop, mais surtout au niveau de la pratique, nous sommes convaincus que même une harmonisation par rapport à cette fiabilité de prix soit possible, soit au niveau formel, comme que les cantons, ils ajoutent encore cet article, comme par exemple le canton de l'Argovie a fait récemment, soit au niveau de la pratique par rapport à l'interprétation, comme quoi le critère de plausibilité de l'offre peut également inclure la méthode de fiabilité du prix. Nous avons une autre question au niveau de critère de 30%. Est-ce que c'est un critère modifiable à la baisse par les autorités adjudicaires? Ce critère de 30% n'est pas fixé. C'est un point de référence. Ce on peut dire, moi je ne suis pas juriste, mais si on est au-dessous de 30% et on fait une évaluation des prix bas, soit on est au-dessus de 30% et on ne fait pas d'évaluation des prix bas, ça donne ou ça enlève une protection juridique par rapport à ces actions. Et voilà, on a un peu le temps pour encore une question. Comment on peut savoir si l'adjudicateur respecte bien ses règles et modalités? C'est une très bonne question. C'est le serpent du livre de la jungle. Et confiance. Non, c'est éminemment difficile et c'est pour ça que cette nouvelle culture d'adjudication, on l'a dit tout à l'heure, il faut absolument que le politique ordonne à l'administration de l'appliquer et que l'administration se fasse tordre le bras. Sinon, on aura de la peine à y arriver. On a encore trop souvent des logiques d'administration, notamment dans le canton duquel je proviens. On a des autorités qui nous disent « Oui, mais de toute façon, dans les marchés publics, les entreprises, les mandataires rendent des prix plus élevés parce qu'ils savent que les autorités sont peu regardantes. Donc, il faut faire venir des prestataires hors canton, voire hors pays, pour pouvoir savoir où se situe le niveau exact des prix et pouvoir alimenter une saine concurrence. C'est du délire complet quand on sait qu'en peinture, il y a 250 entreprises à Genève, mais c'est quand même une tendance qui existe toujours. Donc, c'est parfois difficile. J'aimerais juste rebondir sur ça. Effectivement, c'est difficile parce qu'on n'est pas derrière la scène pour savoir comment ils ont fait l'évaluation, mais il y a toujours la possibilité de demander des séances de clarification après l'adjudication. Et c'est là qu'on a aussi la possibilité de poser des questions, disons, spécifiques et pertinentes qui permettent justement de nous rassurer que ces éléments ont été pris en compte. Je reviens
au point de ma présentation où je disais, disons, tous les acteurs, tous les intervenants sont concernés. Chaque interaction avec un maître d'ouvrage, chaque discussion avec un chef de projet ou chaque séance de clarification avec une équipe d'évaluation des offres, c'est aussi le moment pour dire est-ce que vous avez pris en considération cet élément-là, est-ce que vous avez regardé, disons, on voit un procès-verbal d'adjudication dans lequel il y a 7 offres et il y a une qui est 30% plus basse que les autres. On peut poser la question, comment vous avez évalué, qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez analysé, quel est le résultat de votre analyse. Et dans ce sens, encore une fois, encourager à tout le monde à poser ces questions parce que c'est en interpellant les adjudicateurs qu'on va aussi leur rendre attentifs sur le fait qu'on les attend là-dessus et que tout le monde doit jouer le jeu. Les soumissionnaires, on doit déposer des offres correctes. Les adjudicateurs, ils doivent aussi faire leur mission d'analyse en profondeur. Et encore une fois, le cadre de la loi rend légitime nos questions. Donc, quand on pose ces questions, on a la loi qui est derrière, qui dit que des questions doivent être posées si on voit justement des grosses déviations au niveau de prix dans le cadre des marchés publics. Voilà. Merci beaucoup pour vos remarques, pour vos questions. Je regarde à l'heure. Je crois que nous sommes arrivés à un très bon point. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, les interventions vraiment intéressantes, aussi la discussion ouverte. Je veux terminer avec une remarque d'un spectateur d'un marché qui a été donné à un grand bureau d'ingénieurs étant 43% plus basse que le moyen d'offre. Ces cas, il arrive. Certainement, ça a été le cas avant la révision. Ça peut être le cas même après la révision. Ça montre seulement que ces deux éléments, la vérification des renseignements sur les prix anormalement basses, vont ensemble avec les critères d'adjudication, dans le sens que si on laisse quelqu'un passer avec son explication, au moins ils vont être punis plus tard dans les critères d'adjudication. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre intérêt. Vous allez recevoir l'enregistrement, le lien pour l'enregistrement du webinaire bientôt, ensemble avec les présentations. Restez en bonne santé. Je vous souhaite un très bon après-midi, fin de jour et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.